Bonjour internautes de Direct Info et merci de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui au domicile d'une personnalité politique, une illustre personnalité du monde politique en tout cas, sont à son domicile. J'ai nommé le professeur Hubert Oulaï, anciennement ministre de la fonction publique, actuel président du groupe parlementaire EDS, député de Guiglo, sous-préfecture. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, vous êtes président du groupe parlementaire EDS, devrais-je dire FPI? Parce que EDS et FPI... Oui, votre question est importante parce que beaucoup se posent cette même question. Est-ce que c'est le FPI? Est-ce que c'est EDS? Le FPI n'a-t-il pas disparu? Non, je voudrais rassurer tout le monde. EDS et FPI, c'est bonnet blanc et gambou. Et la plateforme EDS est une initiative du Front populaire ivoirien après le chèque de la CNC. Vous vous souvenez à l'époque, en 2016, les combats avaient été menés dans le cadre d'une plateforme qu'on appelait la CNC. À l'issue de quoi, il a paru utile à la direction du FPI de chercher à étendre l'opposition au-delà du FPI, mais à d'autres, mais dans le cadre d'une plateforme qui se ferait sur la base d'un certain nombre de principes, notamment en ce qui concerne le choix de la vision politique. Et là-dessus, on peut résumer cela en disant que il est écrit clairement dans les textes de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, que le président Laurent Gbagbo est le référent politique de cette plateforme. Évidemment, le FPI, qui était à la base de cela, ne pouvait pas manquer. Et donc, nous y sommes. Le président Ouenien a été désigné à l'unanimité, mais les différents vice-présidents concernent les partis qui ont adhéré et certaines personnalités. Vous avez le nom d'Abou Cissé, par exemple. Bon, il y en a comme ça. Nous avons, vous le savez bien, un problème de logo et des signes avec notre ancien président, Afin Guessa, qui s'est accroché à ces logos, à ce parti, alors qu'il devrait déposer le tablier depuis très longtemps. Afi a été désigné en 2002 ou 2003, si je ne me trompe, et les renouvellements se font tous les 3 ans. Nous sommes aujourd'hui en quelle année? En 2021. Il n'y a pas eu de renouvellement. Vous voyez? Bon. Tout ceci a entraîné un certain nombre de polémiques, de conflits internes. Ceci n'a pas été résolu. La majorité des militants du Front populaire ivoirien qui a choisi de rester fidèle au président Laurent Gbagbo, qui a été désigné président au congrès de Mama en 2015, eh bien, tout cela ont décidé, en attendant de recouvrer la totalité des éléments, des insignes de leur parti politique, de militer au sein de la plateforme EDS. À l'intérieur de la plateforme, il y a des partis politiques. C'est donc dire que nous, à l'intérieur de EDS, nous restons toujours FPI. Voilà. Voilà qui est bien dit. Alors, monsieur le président du groupe parlementaire, qu'est-ce qu'il y a donc milité à la faveur de qui choix de personnes? En
n'importe quel. En tant que président du parlementaire, PDS. Ben, écoutez, je ne peux pas le savoir. Hein. Je ne peux pas le savoir. Ma proposition a été faite après que le secrétaire général de l'FPI, le Dr Assoadou, Wenien lui-même, qu'ils aient échangé avec le président du parti, le président Laurent Gbagbo, qui, il faut le dire, hein, sur les 17 députés que nous sommes, à 16 députés. C'est notre camarade Wenien qui, pour l'instant, n'est pas FPI en tant que tel. Et donc, c'est lui qui a suggéré que je sois le président du parti. Maintenant, les raisons qu'il a avancées, je n'en sais pas. Et là, ça a été accepté. Tout comme c'est lui qui a souhaité que le président de la plateforme, n'est-ce pas, soit proposé comme vice-président. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Voilà. En tout cas, félicitations à vous, monsieur le président, puisque vous avez été fraîchement élu député de Kilo, sous-préfecture. À peine rentré d'exil, vous venez d'être élu député de la nation. On constate que vous êtes vraiment aimé par vos parents de l'Ouest. Quel est votre secret? Bon, quand vous dites à peine rentré d'exil, bon, il faut nuancer, parce que moi je suis rentré d'exil à fin 2014. Je suis arrivé ici en novembre, 30 novembre 2014. C'était pour participer au congrès ordinaire qui était prévu au mois de décembre 2014. Et il y a eu tout ce que vous avez pu constater à l'époque, les dissensions internes que j'ai eues avec le président du parti à l'époque, Afin Guessan, les blocages qu'il fallait surmonter, les procès à répétition que nous avons dû subir à partir des réclamations de Afin Guessan et puis la prison. Alors, entre cette arrivée, ce tumulte politique, j'ai fait la prison pendant 2 ans et je suis revenu. Dans tout ça, je reste éloigné du terrain. Je reste éloigné du terrain. J'ai pu faire une tournée au pays. Ça a été un vrai succès. Il faut le reconnaître. N'est-ce pas? Et bon, ça a montré que l'estime que me portaient mes parents n'avait pas tari contact de façon constante, en allant auprès d'eux quand c'était nécessaire. J'ai été par exemple auprès d'eux au moment du conflit dans la forêt classée du Gouindébé, qui a fait plein de morts. J'ai fait une tournée, je suis resté avec eux pendant quelques jours pour voir comment nous trouvions une solution qui mette fin à cette tuerie. Et alors donc tout ceci a pu jouer en ma faveur. Voilà. Je n'ai pas, en dépit de l'éloignement forcé que j'ai connu, l'exil, je n'ai pas coupé les ponts avec les gens. En tout cas, vous êtes désormais député. On a déjà eu vent d'un premier couac déjà au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. L'opposition a donné des voix discordantes, particulièrement l'UDPCI, qui se plaint que le bureau n'a pas été constitué selon les règles de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un commentaire? Oui, j'ai un commentaire. D'abord, il faut rectifier que l'UDPCI ait relevé des voix discordantes au niveau de l'opposition. Ça, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. L'opposition, dans son ensemble, a soutenu
soutenu l'UDPCI dans sa protestation. Voilà. Ce qui a différencié, c'est que l'UDPCI a voté contre le bureau et EDS et le PDCI se sont abstenus. Je vous explique les raisons. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale doit refléter la composition politique de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand on prend le bureau de l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a dedans le RHDP, on sait qu'il y a le PDCI à l'Assemblée, on sait qu'il y a EDS, on sait qu'il y a UDPCI. Puisque ça a été matérialisé par la constitution du groupe. Donc il y a au moins 4 groupes en dehors des indépendants. 4 groupes politiques qui représentent 3 courants politiques supposés différents. Et cela devait être traduit dans le bureau de l'Assemblée nationale. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, après l'élection du président de l'Assemblée nationale, il avait pour charge de constituer ce bureau. Alors je vous dis, il y a 3 catégories de personnes dans ce bureau. Il y a, outre le président, 11 vice-présidents, 3 questeurs. Les questeurs s'occupent des questions financières. 3 secrétaires qui assurent le travail de secrétariat du bureau de l'Assemblée nationale. 12. Alors, dans ça, on doit quand même pouvoir retrouver sans difficulté tous ces 4 grands groupes. Or, ce n'est pas le cas. À la constitution du bureau, bien entendu, le RHDP s'est taillé plus que la part du lion, Ils se sont donné 8 vice-présidents sur 11. Puis, en donné 3 au PDCI, 2 à EDS, 1 à l'UDPCI. Ou, s'ils sont gourmands comme ils le sont, 2 au PDCI, 1 à EDS et pourquoi pas 1 à l'UDPCI. Vous voyez, ce n'est pas le schéma qu'ils ont adopté. Ils ont décidé de garder 8 et de n'en donner que 3 à l'UDPCI. Au niveau du questeur, ils ont pris les 3 quarts. Ils ont pris 2 questeurs, ils en ont laissé 1 au PDCI. On peut comprendre, il n'y en a pas beaucoup. Mais maintenant, il y a 12 secrétaires. 12 secrétaires, vous avez pris déjà 8 vice-présidents. En plus d'avoir le président, vous avez 8 vice-présidents. 2 questeurs. Vous pouvez au moins faire la passe aux autres à travers des secrétaires pour qu'ils soient présents au moment du travail du bureau. Non. Alors, ils en ont donné 2 au PDCI, et nous en avons donné un seul, et rien du tout à l'UDPCI. C'est un problème. Mais l'idée serait que vous votiez non comme l'UDPCI, non? Pourquoi vous avez fait... Non, donc d'abord, voilà les faits. Nous avons discuté, en tant que président du groupe, PDCI, moi-même, celui de l'UDPCI, nous avons rencontré le président pour lui demander de corriger cela. Il n'a pas voulu nous entendre
Et le bureau qu'il a présenté, c'est celui-là qu'il a retenu. C'est ça qui est dangereux. Eh bien, nous nous sommes mis dans une posture à la fois d'exiger le respect des textes, mais également de ne pas bloquer l'Assemblée au départ. L'UDPCI a donc fait une déclaration que nous avons lue et nous les avons encouragés à lire cette déclaration et à prendre pour position, n'est-ce pas, d'être contre un tel bureau ou monsieur. En revanche, nous avions déjà des noms, pas dit non. Voilà. Mais nous avons préféré dire donc nous abstenir. Nous nous sommes abstenus parce que nous n'étions pas d'accord sur le fond avec un tel. Nous y allons, mais nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons ajouté que nous demandons au président de l'Assemblée nationale de continuer de réfléchir, corriger ce qui est une violation flagrante de nos textes. Parce que si rien n'est fait demain, ce qui vient d'être fait à l'UDPCI sera fait au PDCI ou à l'EDS. C'est clair. Et ça fera jurisprudence. On dira oui, mais nous on a fait ça à l'UDPCI et puis rien ne s'est passé. Non. Nous avons demandé que ce soit corrigé. Nous avons même ajouté dans notre intervention qu'au cours de cette législature-là, il faudra donner un peu plus d'éléments concrets sur lesquels nous devons nous appuyer pour que d'avance, en fonction du nombre de députés qu'un groupe a, il sache à quel nombre de sièges au sein du bureau il a droit. Donc c'est chaque année que le bureau est renouvelé. C'est seulement le président de l'Assemblée nationale qui est élu pour 5 ans. Les membres du bureau, chaque année, il y a une nouvelle élection. Et ils disent que bon, d'ici là, ils vont corriger. C'est une façon de dire. Ça ne corrige pas la faute. Bon, mais comme nous sommes des politiques, nous allons d'abord démarrer. Donc voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de discordance au niveau de l'opposition. Voilà. Monsieur le ministre, on va parler un peu de la fracture au niveau du FPI. Vraiment, on a l'impression que tout est gâté. Avant les élections des législatives, on a vu le président, le président légal, Afin Guessan, enfin celui qui est encore reconnu par le pouvoir en place, se plaindre d'avoir été victime du Shoah pour les législatives. Est-ce qu'on peut espérer un FPI unifié? Bon, ça fait deux choses. Il y a deux aspects dans votre question. AFI aurait été lésé dans le choix des candidatures aux législatives et la question de la réunification. D'abord, je vais évacuer la question des candidatures. AFI a présenté des candidats presque pas. Il ne faut pas se plaindre. Il en a présenté plus de 100 et il a eu seulement un candidat et demi. Lui-même, dans sa zone, où il aurait pu faire un carton, à l'instar de Mabri qui a quand même fait un carton sur lui, il aurait pu en faire sur lui. Et puis, un autre qui a été élu avec le soutien très fort de l'UDPCI à Mans-sous-Préfecture. Vous pouvez être en train de dormir, mais comme on sait que vous êtes un homme de valeur, vous pouvez être appelé un lendemain pour dire, bon écoutez, venez, vous allez occuper tel poste. Ça, ce sont des nominations administratives ou
D'ailleurs, les ministres, souvent, c'est comme ça. Mais quand il s'agit d'une élection législative, il s'agit d'une élection élective, d'une désignation élective, c'est-à-dire qui passe par l'intermédiaire des populations. Ce sont les populations qui choisissent. Ce n'est pas le responsable du parti qui choisit. Lui, il propose. Et le peuple choisit. C'est tout à fait différent. Les raisons pour lesquelles le peuple choisit sont diverses. Ça peut être d'ordre subjectif. C'est mon frère, c'est mon beau-frère, c'est mon bienfaiteur. Voilà. Ou bien, ah, moi je suis FPI, comme il est FPI, je l'ai choisi. Là, on tombe un peu dans l'effectivité. Il y a beaucoup d'éléments qui sont à la base de la désignation d'un homme politique sur le terrain. Et donc, Afi avait une 130aine de candidats, il est allé à la coalition. Vous dites, bon, moi j'en ai 134. Bon, combien je prends, combien vous me prenez, tout ça, c'est pas comme ça. Il faut décliner l'histoire politique de tes candidats. Où sont-ils en temps normal comme militants? Quel travail y ont-ils fait? Sont-ils connus par la population? La population les veut-elle? Voilà. Alors, comme tu as participé aux élections de 2016, montre-nous le tableau de tes résultats. En 2016, il y a participé. Après avoir participé en 2015 à l'élection présidentielle, ça fait très longtemps que nous avons boycotté les élections. Et ce que nous avons fait, nous nous sommes dit, bon, nous allons discuter avec le PDCI, qui, il faut le reconnaître, a été sur le terrain, a eu beaucoup de débuts. Pour voir où est-ce qu'on pouvait, n'est-ce pas, s'entendre pour ces élections. Et nous avons discuté. Ça a pris plus d'1 mois et demi. Moi, j'en faisais pas. Et nous sommes arrivés à nous entendre sur 164. Il y en a d'autres, on n'a pas pu s'entendre. C'est ça que... Par la suite, il y a eu même, là où on s'est entendu, il y a eu des choses à tel enseigne que le niveau est descendu très bas. Bon, on a discuté avec le PDCI. Après, toi tu prends tes 130, tu discutes aussi avec le PDCI. Tu peux leur dire, mais ici, là, c'est moi, j'ai quelqu'un qui peut gagner. Si tu le démontres, ils vont te laisser la place. Parce que ce que je peux dire, hein, quand nous discutons avec le PDCI, on a laissé Bongwanou à Afi. On a laissé, je ne sais pas si c'est Bobo ou Bodoko, à Nyamekona. Bon, il y a des espaces qu'on a laissés même au GPS. C'était à eux, par la suite, d'aller discuter pour dire non. Ça, c'est vrai, bon, je prends. Mais ici, par exemple, je ne sais pas, à Divo, je pense que je peux gagner. Et tu démontres que tu peux gagner, etc. En le faisant avec tous les partis politiques. Non. Je crois que M. Afi, lorsqu'on lui a dit, ben, ça ne se passe pas comme ça, il s'est levé de la table, il est parti, bon voilà, c'est entre eux, etc., etc. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Moi, par exemple, quand on a fini de discuter avec le PDCI, je suis allé avec une délégation pour discuter avec Mapri. Nous sommes allés discuter. Mais c'est comme ça qu'on devrait faire. C'est pas un ordinateur, on met des noms et puis qui vous sort des... Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Je vous dis qu'il faut dire la vérité. Voilà. Si un parti n'est pas dans telle circonscription, il ne faut pas qu'il compte sur la coalition pour lui donner un député cadeau. Voilà.
Maintenant, après que Afi soit allé rendre visite au président en Belgique et qui lui a dit, bon, va discuter avec la direction là-bas. Nous avons engagé des discussions. Il y avait à soi, moi, et le préfet Niaoré, Yabi, Day Nestor, comment s'appelle ma soeur, François Merveni. Eux aussi, ils étaient dans le même nom. Nous avons discuté pendant un mois. Les choses semblaient aller normalement. Et puis un matin, Afi nous dit pourquoi nous avons signé un accord avec le Belgique. Quel est le problème de l'accord? C'était un accord pour être ensemble, pour promouvoir la réconciliation. Alors, en quoi ça sert? Est-ce que tu as lu l'accord? S'il y a des éléments qui sont gênants, tu nous les donnes, et puis on va regarder. Et ça sert de prétexte qu'il lève, pour qu'il sorte de cette discussion. Mais en vérité, nous, on avait compris que cette démarche-là, pour lui, devait aboutir sans que le président Laurent Gbagbo ne soit relâché. Parce que ça coïncidait à un moment où les juges ont dit que Laurent Gbagbo était maintenant libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur du départ de l'équipe d'Afi de la table de discussion. Ils n'ont pas dit la vérité, et c'est ça. Alors, quelles étaient les intentions? Nous, on ne les connaît pas. Mais toujours est-il que vous avez bien vu, hein, Afi dit qu'il est le président légal. Mais c'est Ouattara que nous combattons. Et c'est Ouattara qui dit que c'est toi qui es légal. Et est soutenu par des militants. C'est eux qui donnent de la substance au FPI, qui lui donnent sa légitimité et sa légalité. Ce n'est pas quelqu'un qui nous combat qui va dire, bon, toi c'est toi qui es légal, toi tu n'es pas légal. Tu vois bien que c'est une manœuvre de division. Mais tu rentres dedans en disant, ah, c'est moi qui suis légal, c'est moi qui dois faire ceci, ceci, cela. C'est que tu es complice. Tu es complice de ça. Parce que, qu'est-ce qui t'empêche de venir à un congrès pour dire, bon, allons-y. Vous voyez? Bon, donc, nous, la question de la réunification. Si les camarades veulent qu'on se réunifie, tant mieux, beaucoup le veulent, d'ailleurs, beaucoup n'ont pas attendu, hein, ils sont venus. Mon maire, le ministre Amani, et bien d'autres, ils sont nombreux. Dans les bases même, beaucoup nous ont déjà rejoints. Et vous voyez, après le score qu'il a fait au législatif. Donc, c'est à lui de comprendre ça. D'être humble et de revenir au lieu d'être en train d'écrire à chaque fois sur Facebook à travers Jean Bonnet pour dire n'importe quoi. Nous, on n'a pas de querelle avec lui sur la réunification. Nous avons. Comme diraient les chanteurs, nous sommes devant nous. C'est ça. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. S'ils le veulent, nous on est ouverts. S'ils ne veulent pas aussi,